Cet épisode est réalisé en collaboration avec MVC Océan, votre expert en travaux sous-marins, maritimes et riverains. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour et bienvenue au balado Station Constructo. Mon nom est François Toupin. Nous discutons tout au long de cette série d'épisodes de la réalisation de travaux en milieu aquatique. Les risques, les particularités, les équipements déployés lors de l'exécution de travaux maritimes, sous-marins et riverains nécessitent évidemment une expertise bien particulière. Au fil des épisodes, nous en apprenons donc davantage sur les particularités liées à ce genre de travaux, ainsi que sur les équipements permettant de les réaliser. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi des bâtards d'eau sur les chantiers. Les bâtards d'eau consistent, nous l'avons vu dans les précédents épisodes, en des ouvrages temporaires destinés à isoler des eaux environnantes, une zone où des travaux doivent être réalisés. Et l'éventail des options s'offrant aux entrepreneurs est large. Ils peuvent effectivement, entre autres, être préfabriqués, amovibles ou construits sur place en béton, sac de sable, en métal, en géomembrane. Lorsqu'un entrepreneur doit réaliser des travaux nécessitant des bâtards d'eau, quels éléments doit-il prendre en compte? Comment peut-il assurer que la réalisation des travaux se déroule sans embûches? C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui avec Danny Montmarquette, qui est le chef d'équipe scaphandrier et premier installateur de la solution Portadam. Salut Danny. Salut. Ainsi que Éric Brazeau-Goupil, fondateur et chargé de projet principal chez Envirox Environnement. Monsieur Éric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation de participer au balado aujourd'hui. C'est super apprécié. On va parler dans un premier temps de la planification des travaux, la préparation d'un chantier avec des bâtards d'eau. On en a parlé dans les épisodes précédents. On sait un peu qu'est-ce que ça mange en hiver un bâtard d'eau. Mais quels sont les différents types de bâtards d'eau? On va commencer par ça. Danny. Comme tu viens de le mentionner déjà, il y a plusieurs sortes. Il y en a qui sont faits en acier, des pieux d'acier qui peuvent être assemblés un à côté de l'autre, des big bags, de l'enrochement. Puis moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu du système américain Portadam. Mm-hmm. Et ça, c'est tout. Quand on parle d'enrochement puis des gros sacs de sable et tout ça, c'est pour tenir les murs ça devient la structure qui va retenir notre toile, voilà, qui va nous mettre à sec éventuellement. OK. Quand l'entrepreneur arrive sur un futur chantier, comment il peut choisir le type de bâtard d'eau utilisé? Ça va dépendre beaucoup du fond marin, okay, de l'endroit les contraintes spécifiques au chantier. Les hauteurs d'eau spécifiques au chantier, ça peut être laisser passer une voie navigable, par exemple, si on est trop serré entre deux piliers. Si c'est un canal qui, justement, il faut laisser passer des plaisanciers. Est-ce qu'on a de la machinerie à mettre à l'intérieur du bâtard d'eau après? Mm-hmm. Est-ce qu'on a des poissons qui vont être à l'intérieur? C'est pour ça que souvent qu'on fait appel à nos amis ici. Ah ben oui, parce qu'Éric rentre en jeu quand vous allez retirer de l'eau, parce que c'est le but du travail, c'est d'être à sec, de ne pas avoir d'eau. Mais là, quand on enlève l'eau, il faut s'occuper des poissons, il faut s'occuper du... Oui, dans le fond, une fois qu'on a sélectionné le type d'ouvrage qu'on va utiliser pour pouvoir, dans le fond, retirer l'eau de l'endroit, bien, il va falloir faire une demande de permis au ministère de la Faune et de la Flore. Puis, dans ce cadre-là, ça va nous prendre un permis sec. Puis, le permis sec, dans le fond, va nous permettre de soutirer avant qu'on pompe l'eau les poissons et puis de les libérer, dans le fond, dans la zone qui n'a pas aucune intervention. Puis ça va nous permettre aussi, dans le fond, de voir quel type de faune et quel type de flore on va avoir un impact. Ça aussi, ça va être de quoi qui va faire en sorte qu'on va sélectionner un ouvrage plutôt qu'un autre. OK, même le côté environnemental, un mot à dire sur le type de bâtard d'eau. Oui, parce que dans le fond, veut pas, selon le type de bâtard d'eau qu'on utilise, ça va avoir un impact différent sur la faune et la flore. Ouais. À cause de la dimension de l'ouvrage, à cause, dans le fond, de l'effet de l'installation, du retrait de l'installation, de la remise en état. Fait que qu'est-ce qui est quand même très intéressant, dans le fond, dans le produit de MVC, c'est que ça nous permet, dans le fond, quand ils installent leur bâtard d'eau Portadam, ça a un impact qui est minimal comparativement, dans le fond, à d'autres types d'installations comme des enrochements ou des installations de sacs de sable où ce qu'on pourrait avoir des bris dans ces sacs-là puis qui occasionneraient des déversements dans le plan d'eau. Donc, dans le fond, dans une solution où on utilise une toile avec des équerres, on s'assure, dans le fond, qu'on va avoir un impact minimal sur le chantier. Fait que l'effet d'empiètement, dans le fond, dans le littoral est minimisé. Puis l'effet, dans le fond, des impacts qui pourraient subvenir suite à des forts vagues ou à des tempêtes qui viendraient changer un petit peu, dans le fond, le site où on se travaille, on n'aura pas, dans le fond, de problématique. Puis la remise en état, elle se refait d'elle-même lorsqu'on en fait l'enlèvement. Dans le permis sec, dans le fond, qu'on va soumettre au ministère,
On va pouvoir décrire vraiment tout l'ouvrage, comment ça a été sélectionné, quel en est le plan, c'est quoi l'impact sur le littoral, puis c'est calculé quand même là, au centimètre carré. Là. Ah ouais. Fait que tout ça va pouvoir être démontré. Puis c'est comme ça ça va nous permettre de vraiment faire une bonne sélection, tout dépendamment, dans le fond, du type de plan d'eau qu'on utilise, puis tout dépendamment du type de faune et de flore qui y habite. Oui, puis j'imagine que ça varie beaucoup d'une place à l'autre. Évidemment, si le temps de l'année, s'il y a souvent, si on est au temps de frais des poissons, les devis de construction vont pas permettre peut-être dans l'enrochement de le fond de rivière puis de déposer beaucoup de matériaux au fond. En ayant une solution qu'on arrive avec des frames puis qu'on les retire à la fin. Oui, puis c'est différent l'automne, le printemps, en plein été. Fait que dans le fond, ça va changer ton type de bâtard d'eau, dépendamment des... Parce que aussi, avec la différente saison, veux pas, l'eau est pas toujours, c'est pas statique. Ouais. Fait qu'on va avoir plus d'eau, moins d'eau, plus d'eau au printemps. Les permis, dans le fond, selon si on est sur une passoire d'oiseaux migrateurs, si dans le fond, on a une certaine faune aquatique qui, elle, dans le fond, va avoir, comme on disait, des périodes de frais. Ouais. Ben là, souvent, les permis vont être octroyés à partir du 1er août. Fait que là, à partir du 1er août, ben là, on va prendre le calcul de l'eau à partir de ça. Mais si on est allé l'analyser au printemps, on n'a plus la même hauteur d'eau. Fait que tout ça, c'est toutes des études à faire au préalable avant de sélectionner le type d'ouvrage de bâtard d'eau qu'on installe, puis pouvoir sélectionner la bonne dimension de cet ouvrage-là, parce que tout dépendamment, dans le fond, si on arrive dans une période à fort vent, dans un grand lac, veut pas, il va falloir que les équerres soient vraiment supérieurs pour pouvoir, dans le fond, recevoir ces vagues-là par la suite. Là. Donc, il y a une planification supplémentaire qui est nécessaire pour faire les travaux. Exactement. Même chose si on s'attend à avoir des changements de débit dans une rivière, évidemment. Si on est à début de saison, si pendant que le bâtard d'eau va être installé, est-ce qu'on s'attend à avoir des hausses, genre le printemps qui va arriver si le bâtard d'eau était là tout l'hiver? Puis ça a une incidence sur l'échéance aussi du chantier. Vous n'avez pas 1000 ans pour le faire. Vous avez un échéancier à respecter. Évidemment, si on a les permis de mise à sec juste à partir du 1er août, mais là, l'entrepreneur, il voit le temps arriver entre son 1er août, puis il faut le défaire avant l'hiver. Donc, tout le temps d'installation qu'on va avoir à mettre, c'est du temps que lui, il n'est pas en train de faire ses travaux. Il faut que vous calculiez tout ça là, avant d'installer quoi que ce soit. Évidemment, les entrepreneurs veulent se baser sur nos estimés d'installation parce qu'il fait partie de son échéancier, évidemment. Et c'est ça. À la réalisation des travaux, certains employés ont des questions avant d'exécuter des interventions dans des bâtards d'eau. Ce n'est pas un environnement de travail, disons, normal. Quelle sorte de genre de questions que les employés peuvent avoir lorsqu'ils font leur travail? Bien, évidemment, la plupart des employés n'ont pas vu ça souvent. Mm-hmm. Donc, souvent, l'équipe de gestion va savoir qu'est-ce qu'il y en est. Mais là, les travailleurs qui vont aller à l'intérieur, eux, ils vont tout de suite se demander la solidité du système. On va se faire mouiller tout l'été là-dedans? Évidemment, les gars, ils se posent la question. Oui, parce qu'on dit à sec, mais c'est vraiment à sec. Le plus possible, évidemment. On vend une installation sec et sécuritaire au final. On le sait, on n'a pas besoin d'expliquer que l'eau va tout le temps se trouver un petit chemin. Ouais. Et puis, évidemment, plus qu'on augmente la pression entre les deux côtés, plus on va avoir une fuite. Mm-hmm. Donc, on va gérer les fuites avec des puits de pompage sous le niveau des travailleurs. Mm-hmm. Mais souvent, ce que les travailleurs ont peur, c'est ils s'imaginent le mur d'eau derrière eux. Donc, il faut les sécuriser un peu avec les aspects techniques du système. Là. C'est vrai, puis il y a une pression d'eau qui arrive sur le barrage. C'est difficile un peu à comprendre. On arrête l'eau carrément. C'est comme une toile de piscine qui s'en va dans le fond, mais à sec. Exactement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de fuites, mettons. Là. C'est ce Évidemment, les fuites, on va toujours les gérer, mais tu l'as bien dit, on sert de support pour la toile. La toile va nous servir d'assécher notre structure. Puis ça inquiète peut-être les employés de voir, comme tu disais, le mur d'eau des derrière. Fois, ils voient au travers de la toile le mur d'eau qui est de l'autre côté, qui est 8 pieds peut-être, 8-9 pieds plus haut qu'eux autres. Ouais. Fait que là, ils se demandent un peu comment est-ce que ça va être à l'intérieur de ça. Mais nous, on a des plans d'ingénieurs stampés avec ça. Nos installations sont... Quand on la lâche, sont safe et sécuritaires. C'est sécuritaire. Il y a certaines pratiques qui doivent être respectées. Par exemple, un superviseur spécialisé doit-il être présent quand on installe l'affaire? Est-ce qu'on doit avoir, je sais pas, l'approbation d'un ingénieur? Comment ça fonctionne? Ben, dans notre cas, on est installateur, dans mon cas, Portadam, du système qui est des Américains, que eux, ont une formation. Ouais. Avec les années, on est formé ici à l'interne par Portadam au Québec. Et puis après ça prend évidemment un installateur qualifié sur place qui va être capable de guider. On fait souvent l'installation à l'aide de scaphandriers au Québec parce que l'installation se fait en eau. Donc, en plus du chef de plongée, s'il n'est pas installateur en même temps, ça va prendre un installateur certifié pour installer. Toi, personnellement, tu plonges?
Je suis scaphandrier. Voilà. Je plonge un peu moins avec les années, mais Okay. oui, dans notre cas ici au Québec, on est obligé d'être des équipes de scaphandriers pour installer ça pendant qu'ils sont en eau, évidemment. Donc, oui, ça prend toute une équipe. Ça on l'a appris dans les épisodes précédents. Oui, c'est ça. Une équipe de scaphandriers, un chef de plongée, voilà. Puis un installateur du système. Donc, il faut connaître le produit, savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est la même chose pour les différents types de bâtards d'eau? Est-ce que les installations diffèrent? Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, on l'a vu un peu tantôt. Oui, il y a différents types, mais peu importe le type de bâtard d'eau, ça va tout le temps prendre un saut d'ingénieur. Dans le fond, on a parlé tantôt de l'ingénieur. Peu importe le système au Canada ou au Québec, un coup que tu mets quelque chose à sec puis tu vas envoyer des travailleurs à l'intérieur, ben, il va devoir avoir un saut d'ingénieur approuvé à ça. C'est toujours accolé à de l'ingénierie, évidemment. Il y a des défis à utiliser des bâtards d'eau? Ben, on est tout le temps, dans notre cas, on installe un système qui se dépose au fond. Ouais. Fait que si on dépose au fond... La toile de piscine, comme on disait tantôt. La toile de piscine. La fameuse toile qui vient à sec. Ben, tout le long de l'installation, que ce soit les équerres ou la toile, ça va être... On est quand même déposé au fond. Fait que moi, on est un peu esclave du fond, entre guillemets. Ouais. Donc, si c'est rocheux, je vais avoir de la misère à poser les équerres. On va avoir de la misère à sceller aussi, si c'est un fond qui est vraiment rocailleux. Exemple, ce qu'on mettrait dans un drain français ou de la roche d'irrigation. Des fois, les fonds de rivière sont faits avec ça. C'est vrai. Fait que définitivement, un très grand défi, c'est de le mettre à sec à la fin. Oui, faut pas que... C'est le but de... C'est le but des... Pour parler aussi là-dessus, nous, on est des partenaires naturels avec MVC, puis on est clients aussi dans certains projets, puis dans le cadre de projets qu'on a exécutés comme au lac Manfred-Magog, oui. On a fait pour une installation d'un quai, puis quand Nicolas est venu prendre les mesures pour, dans le fond, les dimensions des équerres, on avait un eau qui était à peu près au mois de mai à telle hauteur, puis l'année subséquente, ça avait complètement changé. Ah oui. Parce qu'elle veut pas, dans le fond, par rapport au changement climatique, puis aux nouvelles averses qu'on a, puis avec l'épaisseur de neige résiduelle au printemps, ben, les plans d'eau, dans le fond, ils changent énormément en ce moment. Fait que c'est difficile, dans le fond, parce que c'est des travaux qui se préparent quasiment 1 an ou 2 à l'avance. Ouais. Puis là, dans le fond, on va aller prendre les mesures à ce temps-là, mais il n'y a rien qui dit qu'une fois qu'on va arriver à l'installation pour le chantier, on va avoir les mêmes profondeurs, puis on va avoir les mêmes besoins. Même de printemps à printemps, c'est pas les mêmes données. De printemps à date identique, ça veut pas dire, parce que tout ça dépend tellement, dans le fond, de qu'est-ce qu'il va y avoir de neige résiduelle au courant de l'hiver. Puis avec, dans le fond, les pluies diluviennes, si on compare à l'été passé, on a eu des pluies qui étaient complètement énormes. Ouais. Imaginez, dans le fond, si on est installé sur le bord d'une rivière, puis que là, tout d'un coup, dans le fond, on a une de ces pluies-là. C'est sûr que la dimension des ouvrages prend en compte, dans le fond, une certaine marge, dans le fond, pour s'assurer d'être plus efficient que qu'est-ce qu'il faut. Mais avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, il va falloir encore réaugmenter. Fait que ça fait partie aussi des défis. Il va falloir changer, dans le fond, ces calculs-là, parce que le calcul de la pluviométrie des 100 dernières années n'est plus approprié pour qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis les groupes comme Ouranos qui font les modèles climatiques, dans le fond, sur lesquels on se base pour pouvoir calculer tout ça, ben eux aussi ils travaillent en ce moment à pouvoir nous obtenir des données qui vont être plus pratiques pour le futur. Auriez-vous des conseils, messieurs, pour un entrepreneur qui réaliserait des travaux qui nécessitent des bâtards d'eau pour la première fois? Le premier conseil que vous avez en tête à donner à cet entrepreneur-là? Bien se préparer, on l'a survolé un peu, définitivement bien se préparer. La planification. Autant de planif qu'on peut se faire. Oui, il y a des changements, on a des outils pour se préparer, pareil, avec le Centre d'expertise d'Hydric du Québec. On a des bonnes données qui peuvent nous donner un historique, mais on n'est jamais à l'abri. L'été passé est un excellent exemple où est-ce qu'on a eu beaucoup de pluie pendant l'été, donc tout ça, ça peut affecter. Donc, de se référer au niveau historique, de planifier, parce que des travaux dans l'eau, tout le monde, ça peut sembler banal, mais ça peut devenir compliqué très rapidement. Peu d'eau peut devenir compliqué très rapidement, surtout si, disons, les devis de construction demandent de ne pas être en eau. Ben, on n'a pas le choix de le préparer d'avance. Au niveau environnemental, est-ce qu'un coup que le barrage est installé, est-ce qu'on peut le bouger? Si, mettons, il y a des intempéries, du tonnerre, puis tout change, l'environnement change, il va falloir demander une modification de... Est-ce que c'est possible de bouger ça, un coup installé? Si jamais, dans le fond, il viendrait qu'à cause du chantier, pour X raison que ce soit, on doit apporter des modifications à l'ouvrage, il va falloir faire une demande, dans le fond, de modification selon les permis qu'on a acquéris pour le ministère de l'Environnement ainsi que le ministère de la Faune et de la Flore. Fait que c'est quand même des choses qui doivent se faire hyper rapidement. Souvent, dans le fond, on ne veut pas, dans toutes les étapes précédentes où on a fait la planification des travaux,
on va avoir une personne qui va être attitrée au dossier. Donc, on va pouvoir rentrer directement en contact avec cette personne-là, puis ça va nous permettre, dans le fond, de pouvoir lui indiquer qu'on a des modifications à faire pour X raison que ce soit un équipement, dans le fond, des fois, on va recevoir une pelle mécanique plus grosse que la dimension qu'on a besoin parce qu'on est à l'huile biodégradable, puis que là, dans le fond, c'est la seule qui est disponible. Fait que dans ce cadre-là, ben là, peut-être qu'il va falloir qu'on demande, dans le fond, à faire quelques modifications selon l'emplacement des équipements. Puis là, ben, il va falloir être rapide, dans le fond, sur les demandes parce que il n'y a rien qui est dit et qu'étant donné qu'on va réaugmenter, dans le fond, la superficie ou ce qu'on va y avoir un impact, que tout ça va être approuvé par le RAFI. Puis des fois, dans le fond, il y a des demandes de compensation par rapport à ça. Donc, si on a des compensations qui ont déjà été précalculées, mais qu'on va rentrer dans un barème qui nous permettait, souvent quand on fait la planification et tout ça, on va justement prendre en compte ces barèmes-là pour s'assurer, tu veux pas, de limiter les coûts des opérations. Puis là, si on arrive qu'on effectue une modification, mais on change de barème, ben là, peut-être que ça va être un petit peu plus compliqué. Fait que c'est sûr que c'est toutes des choses qui sont à prendre en compte dans la planification, dans qu'est-ce qu'on soit, mais il faut avoir un suivi constant, dans le fond, durant tout le temps des travaux pour s'assurer là, qu'il n'y ait pas de problématique. Au final, la question, si on peut le bouger, on peut toujours le bouger avec des permis par après, mais un coup en pression, la physique fait que notre installation ne bougera plus. C'est ça, donc, là, parce que c'est un barrage qui retient de l'eau. Là. C'est ça. Peu importe les permis qu'on aurait potentiellement eu pour agrandir le bâtard d'eau, il faut le réinonder parce que notre toile, déjà là, en pression, c'est de recommencer à nouveau. Wow. Exactement. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, mais on essaie de, justement, avec l'expérience, puis dans la planification qu'on parle présentement, tu veux te rendre compte de ça. C'est quoi la grosseur de la pelle qu'on va rentrer entre le pilier puis mon installation? Parce que mon installation non plus, l'opérateur de pelle ne pourra pas se promener à tant de pieds de notre bâtard d'eau. Il faut laisser une certaine distance pour pas excaver. Donc, tout ça, il faut que ce soit vu en amont. On essaie de l'avoir en amont, d'où excellente planification. Quel est l'outil? Les travailleurs, qu'est-ce qu'ils vont utiliser à l'intérieur? Quel l'espace qu'on a besoin en dedans? Puis un coup en pression, ça bouge plus. Ça bouge plus. Il faut le réinonder et on recommence. Donc, le mot-clé d'aujourd'hui, c'est planification. Donc, Danny, la planification, c'est... on l'a dit. C'est ton boulot. Donc. Beaucoup de planification venir avec ça. Préparation du chantier, évidemment, on va avoir de la livraison. Donc, il faut s'assurer qu'on a de l'espace pour recevoir nos 53 pieds, l'appareil de levage pour les décharger. Donc, évidemment, on est déjà arrivé dans des chantiers où c'est aucunement un problème. Chaque entrepreneur sait que certains chantiers, on peut être à l'étroit. Donc, si on est trop à l'étroit, il faut se figurer un endroit où est-ce que je vais assembler ma fameuse toile aussi. Ah oui, ça prend de l'espace, là, à un moment donné. Mais la toile qu'on parlait tout à l'heure, nous, le secret de la toile qu'on loue aux Américains porte-à-dames, c'est qu'elle finit assemblée et en un morceau en chantier. Okay. Donc, si le bâtard d'eau a, disons, 450 pieds de long, la toile, elle va avoir 450 pieds de long. Évidemment, ça me prend une place pour l'installer, l'assembler, la rouler. Si on n'est pas proche de l'eau, comment est-ce qu'on va la transporter proche de l'eau? Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ma toile. Je peux pas traîner sur 1 kilomètre 400 pieds en arrière d'un camion. Donc, c'est ça, prévoir l'espace pour ça, prévoir les pompes. C'est drôle, mais souvent, si l'entrepreneur n'a pas ses propres pompes, la disponibilité des pompes pour la sécher. Et puis, après ça, le pompage de maintien aussi. Souvent, c'est 2 pompes différentes. On va chercher une plus grosse pompe au début, une plus petite pompe pour maintenir un coup que le bâtard d'eau est asséché. D'accord. Messieurs, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de votre participation à notre balado aujourd'hui. Merci. Merci. Bienvenue. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur les travaux en milieu aquatique. Nous souhaitons remercier Danny Montmarquette et Éric Brazeau-Goupil pour leur participation à cet épisode. Nous remercions aussi MVC Océan, avec qui nous avons travaillé en collaboration pour réaliser cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochaine série d'épisodes qui portera quant à elle sur une toute autre thématique. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section Balado. Merci et à très bientôt.